experts basket saison 3, épisode 11. Un plaisir de vous retrouver sur Monaco Info pour une nouvelle émission, toujours en compagnie de notre consultant Ali Traoré. Bonjour Ali. Bonjour. Bien rentré des États-Unis? Bien rentré la veille, donc du coup le décalage horaire va faire du mal, mais je vais tenter tout ce que je peux pour être le plus réveillé possible. Mais je suis sûr que vous allez être excellent comme à chaque émission que l'on va attaquer. Vous en avez l'habitude par le débrief. Tarif classique cette quinzaine, mon cher Ali, pour la Roca Team, avec 5 matchs, que ce soit sur la scène européenne ou en championnat. 3 rencontres d'Euroleague, les 3 à Gaston Médecin. Et cette série a débuté par une victoire 77-73 face au Real Madrid. Alors, ce n'est pas le grand Real Madrid cette saison, mais ça reste quand même un succès de référence. C'est une victoire de prestige, toujours. Ça reste le grand Real Madrid dans le nom. Alors, cette année, ils sont un peu en difficulté, clairement, par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir de leur part. Un match un peu assez vilain, il faut le dire. Vous avez dit le score, un score très bas. Mais ça reste dans le standard. La fameuse stat. Voilà, la fameuse statistique de victoire monégasque si l'adversaire met moins de 80 points. C'était le cas. C'était un match avec peu d'adresse, très défensif. C'était le match qu'il fallait faire pour battre le Real. Alors, il y a encore eu beaucoup de choses dans le même match, j'ai envie de dire. Ils ont mené de plus 13, les Monégasques. Ensuite, ils étaient derrière à la mi-temps. Voilà. Est-ce que l'objectif, c'est pas de trouver un peu cette régularité sur 40 minutes, quoi? Si, bien sûr, bien sûr. Après, on n'oublie pas, parce qu'on oublie aussi, c'est qu'il y a eu un changement d'entraîneur. Oui. Et il faut aussi que certaines choses se mettent en place et que la régularité, ça viendra avec l'habitude aussi des joueurs à s'adapter aux principes du nouvel entraîneur. On en reparlera un petit peu plus tard dans cette émission, dans votre chronique, le point d'Ali, mais rapidement, Nick Calates, MVP de la rencontre, 12 points, 10 passes, parfait quoi. Oui, parfait, grosse montée en puissance de sa part, après de longs mois de blessure, mais clairement là on est en train de retrouver le Nick Calates qu'on connaît en Euroleague, et ça va faire énormément de bien à la Roca Team. Match suivant, toujours à Gaston Médecin, un match face aux Basques de Vitoria et le retour de deux joueurs qui ont été très appréciés du côté de Gaston Médecin, Dante Hall et Shima Moneke. Ça s'est soldé par une victoire monégasque 92-85, où là encore la Roca Team a souffert jusqu'au bout. Oui, bien sûr. Cette fameuse irrégularité qu'on peut voir, souvent ce sont des manques de concentration défensive qui permettent à l'adversaire de recoller. Donc, face à Baskonia, ça passe, mais il faudra faire vraiment attention face aux adversaires de plus haut niveau. Il s'est passé quelque chose lors de ce match, un fameux milestone, comme on dit en anglais, c'est-à-dire une marque, un palier de franchise, 5000 points pour Mike James en Euroleague, qui restera du coup le premier joueur de l'histoire à atteindre cette marque-là. Oui, clairement. Alors, au niveau scoring et au niveau distinction individuelle, Mike James, il est au top. Clairement, 5000 points, c'est quand même pas rien. Surtout qu'il y a quand même beaucoup moins de matchs. On sait qu'aux États-Unis, le milestone est beaucoup plus élevé. Il y a quand même beaucoup moins de matchs en Euroleague. Et ce milestone a été atteint par un joueur américain. Ça veut quand même dire quelque chose, surtout à Monaco. Ça fait un moment qu'il est là. Donc, pour moi, c'est un milestone pour lui, mais aussi pour le club avec lequel il évolue depuis 4 saisons maintenant. Vous parlez de ce différentiel basket en NBA et basket en Euroleague, quand on connaît aussi le niveau et l'intensité des défenses européennes, est-ce que ça n'a pas encore plus finalement de sens? Bien sûr, bien sûr. Alors la NBA, c'est un championnat de vitesse. Les équipes qui jouent quelque chose, qui défendent, et celles qui ne jouent pas, c'est des journées portes ouvertes. Donc clairement, il y a beaucoup moins de capacité de scorer en Europe, ce qui rend son milestone encore plus énorme. Après ces 3 victoires consécutives pour Monaco, fin de série lors du 3e et dernier match à domicile de cette quinzaine en Euroleague face aux Partizan Belgrade, où là rien ne s'est passé comme prévu, défaite 86-69, et Monaco a été dominé dans tous les compartiments du jeu. Le truc aussi, c'est que le Partizan, c'est l'une des rares équipes qui peut matcher athlétiquement Monaco. Il y a des sacrés athlètes, notamment je pense à Terry Jones, le pivot du Partizan, qui s'est un peu régalé quand même dans la raquette de Monaco. Ils ont chuté à 50% à 3 points aussi. Défensivement, ils ont été extrêmement agressifs. On a vu les porteurs de balles en difficulté. Donc clairement, c'était le match parfait de la part du maestro Zeljko Obradović. Vous évoquez ce mot difficulté. Est-ce que les absences d'Elie Okobo, de Jordan Lloyd, de Vito Brown, bien sûr, pèsent dans la balance quand on doit faire l'analyse comme ça de cette défaite? Bien sûr, mais surtout les absences de Elie Okobo et de Jordan Lloyd. On l'a dit, Monaco était en difficulté face à l'agressivité défensive des joueurs du Partizan. C'est clair que s'il y a des joueurs comme Jordan et Elie étaient présents, ça aurait donné un peu plus de
un peu plus de recul, un peu plus d'air, justement, au jeu des arrières. Là nos porteurs de balle, c'était qui? Mike James, Mathieu Strazel et Nick Calates, pas mal aussi, hein. Oui, oui, quand même. Mais ça aurait été quand même, ça aurait fait du bien à l'équipe d'avoir ces deux joueurs-là. Ça veut dire que ça a manqué un peu de création, finalement Oui, sur les... clairement, face à une équipe, face à une défense extrêmement agressive. Après les 3 matchs à domicile à Lille, 3 déplacements à venir du côté de Milan, de Paris et du Maccabi. Ouais. Comment vous voyez un petit peu ce road trip là, de 3 rencontres? C'est un road trip, en mon sens, qui peut partir d'un côté comme de l'autre. Parce que ce sont des équipes, par exemple Milan, c'est une équipe qui a été touchée énormément par les blessures, Oui. mais qui se débrouille pour gagner des matchs quand même, malgré tous les blessés. On le sait, face à Paris, ça reste toujours un gros match. Et le dernier, c'est le Maccabi. Maccabi, Alors, qui est avant-dernier. Hein. Il faut le prendre absolument. Donc, clairement, il y a, allez, moi je vois avec beaucoup de concentration, 3 victoires. C'est le road trip, on va dire, charnière. Il reste 8 matchs, Bien hein, sûr. Quasiment 2 mois de compétition en saison régulière. C'est maintenant vraiment que ça se joue si Bien on sûr. veut vraiment rester dans le top 4. Ouais, pour solidifier cette position du top 4 et donc l'avantage du terrain en play-off. Je pense que là, on est en train d'arriver dans les moments cruciaux de la saison. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'Euroleague. Et puis du côté du championnat, de la Betclic Elite, ça fait 8 victoires consécutives quand même pour la Roca Team qui a expédié 2 succès contre Gravelines 90-59 et puis à Strasbourg 95-81, place au point d'Ali. Pour votre chronique, mon cher Ali, on va évoquer un homme que vous connaissez bien, Nick Calates, le divin chauve, le meneur grec. Je vais vous donner un petit peu ses stats sur les derniers matchs depuis son retour. Déjà, 17, 16 et 13 dévals sur les 3 derniers matchs. 12 points, 10 passes face au Real, 8 points, 7 rebonds, 7 passes face à Baskonia et 14 points, 6 rebonds, 6 passes face à Belgrade. De sacrés chiffres. Je l'ai dit, vous qui le connaissez bien, qu'est-ce qu'il apporte sur et en dehors du terrain, à Nick Calates? Déjà, on va commencer par en dehors du terrain. Il apporte un leadership, une expérience, une expérience pour laquelle Monaco est venu le chercher. Sur le terrain, le fait que ce soit un meneur de grande taille, vous avez vu, ses stats au rebond, il est capable de prendre pas mal de rebonds. Au niveau de l'organisation, on voit que souvent, même quand il y a Mike James sur le terrain, c'est Nick Calates qui prend la main. Et donc sa création, son passing, et aussi défensivement, c'est un joueur qui défend très bien, qui est très bon sur la défense sur l'homme. Clairement, il est en train de monter en puissance après ses blessures, et là, il est en train de montrer exactement pourquoi Monaco est venu le chercher. La montée en puissance, vous l'avez dit, pile au bon moment, en plus, au moment où ça va commencer à compter. Ah oui, là, c'est le moment charnière de la saison, et clairement, on aura besoin d'un Nick Calates à son plus haut niveau, surtout, comme vous l'avez dit avant, qu'il y a des blessures, un nouveau Jordan Lloyd et Deli Okobo. Là, il fait plaisir, hein, le divin chauve, comme vous dites. Alors, il y a un petit chiffre qui est un peu douteux, c'est 26% à 3 points. Mais bon, s'il mettait dedans à 3 points, il serait injouable en même temps. Il sera NBA. Mais il a cette capacité quand même à rentrer des gros tirs. Et on s'en souvient malheureusement du côté de Gaston Médecin. Oui, moi, ça ne m'inquiète pas, hein, son faible pourcentage, entre guillemets, à 3 points, parce qu'il a montré sa capacité à les mettre, ces 3 points. Justement parce que les adversaires se disent c'est pas un shooter, comme la saison dernière en play-off, hein, on l'a laissé shooter plein de fois, mais ces gros shoots, il est capable de les mettre et il les mettra au moment important. 2 sur 9, on se souvient de cette stat à 3 points lors du match 5 ici à Gaston Médecin avec le Fener, mais il a mis les 2 qui ont tué la Roca Team. Pour finir sur le dossier Calates, son association avec Papagiannis, ce fameux axe 1-5 dont on parle, l'arrivée aussi de Spanoulis en tant que coach il y a un peu plus d'un mois de cela, toute cette petite connexion grecque aussi, c'est important et c'est un socle pour la Roca Team. Bien sûr, on parle grec à Monaco. Hein. Voilà, une belle communauté grecque, effectivement, ils se connaissent bien de l'équipe nationale. Et en plus de ça, pour un pivot, Nick Calates, c'est une bénédiction, c'est quelque chose. Hein. J'ai pu profiter de ses passes. Et clairement, Papagiannis aussi, il profite de la montée en puissance de Calates. Un joueur qui donc aura, on l'espère en tout cas, un rôle important et majeur dans la quête peut-être d'un nouveau Final Four pour la Roca Team cette saison en Euroleague. La dernière chronique de cette émission, c'est la question du jour. Je vais vous ramener Ali dans mes valises et vous ramener aux États-Unis. Vous étiez encore hier pour parler de cette trade deadline complètement folle du côté de la NBA. La trade deadline, c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas? C'est la fin des fenêtres de transfert pour les franchises NBA où il se passe souvent des choses, mais alors là, cette année, on a été gâtés avec de sacrées dingueries, et notamment ce trade dont tout le monde a parlé, Luka Doncic, le meneur slovène, star des Dallas Mavericks, échangé et envoyé du côté des Los Angeles Lakers contre Anthony Davis, le pivot champion olympique avec les États-Unis.
Question toute simple, qu'est-ce que vous pensez déjà de ce trade-là? Ah, surprise, choc. C'est clair, à Dallas, c'est très mal vécu, hein. Il y a des, Ah oui. il y a des, il y a des manifestations devant la salle des Mavericks, hein. Bon, les Mavericks ont estimé qu'ils n'avaient pas ce qu'il fallait pour mener l'équipe. Bon, l'année dernière, ils ont quand même été en finale Oui, NBA, NBA, hein. ouais. Mais disons que c'est son hygiène de vie et voilà, son non-professionnalisme, entre guillemets, son manque de conditions physiques et son manque de défense. Ils se sont dit, bon, écoutez, on va trader notre superstar de 25 ans. Bon, c'est comme si on tradait Kobe Bryant à 25 ans. Voilà. C'est vrai que pour beaucoup de gens, ça n'a aucun sens. Mais on verra s'ils ont raison. Si aux Lakers, ça se passe comme à Dallas, écoutez, c'est eux qui ont raison. Mais je pense que maintenant, le Luka Doncic, il va avoir un vrai esprit de revanche. Voilà. Est-ce que c'est le plus gros trade de l'histoire NBA selon vous? Alors, je ne sais pas si c'est le plus gros trade de l'histoire, mais c'est le plus surprenant parce que c'est vraiment ce genre de choses qu'on ne fait pas. C'est du jamais vu, de trader un joueur qui n'est même pas encore arrivé dans son prime, qui commence à rentrer dans son prime, c'est du jamais vu. Donc le plus surprenant, oui. Est-ce que, alors il y a une franchise qui est gagnante dans cette histoire? On sait qu'on essaye toujours d'évaluer un petit peu comme ça quand il y a des trades, qui est gagnant, qui est plutôt perdant. Là, est-ce que c'est un win-win? Est-ce que c'est plutôt les Lakers qui sont gagnants, plutôt Dallas? Comment vous voyez la chose? Niveau marketing, c'est les Lakers qui ont gagné, ça c'est sûr. Au niveau sportif, on verra, parce que de toute façon, mais maintenant, cette équipe de Dallas est hyper solide. Ouais. On parle d'Anthony Davis, c'est un top 5, top 10 joueur. Ouais. Ils ont récupéré Max Christie aussi, qui est un jeune joueur de 21 ans, qui est très très bon. Je pense que les Dallas Mavericks sont quand même sortis à bon compte de ce trade. Donc voilà, le temps nous dira s'ils avaient raison ou pas. L'interrogation, bien sûr, autour du cas d'Anthony Davis, c'est ses blessures. Et il est déjà blessé. Là, il vient de se blesser il y a quelques jours. Voilà, si c'était un joueur healthy, comme on dit, tout le temps en forme, c'est vrai que le trade aurait peut-être pu être un peu plus compris, entre guillemets, si on parlait d'équivalence de niveau des joueurs. Alors que là, on se dit, Luka Doncic, il va remplacer LeBron James et on part pour 10 ans aux Lakers en tant que franchise player. Non, mais c'est clairement ça, hein. C'est le but de ce trade pour les Lakers, une fois que LeBron James aura pris sa retraite, c'est que derrière, Luka Doncic prenne le relais. Bon, pour avoir vu jouer LeBron James, il en a planté 42 face aux Warriors devant mes yeux. Je ne sais pas quoi il va prendre sa retraite, mais il peut encore jouer 5 ans s'il veut. Est-ce que ce trade, c'est aussi le symbole que plus personne n'est à l'abri? Doncic l'a dit, il venait d'acheter une maison à Dallas, c'est une superstar. C'est fou. Ouais. Il s'est dit, je vais finir ma carrière tranquille dans le Texas. Et malgré tout, un joueur d'un tel calibre... Il était beaucoup trop tranquille. Hein, donc, il a acheté sa petite maison à 15 millions à Dallas. Il se fait trader juste après. Mais clairement, nobody is safe. Personne n'est à l'abri. Devin Booker l'avait dit aussi. Hein, donc voilà, on peut se dire que des stars comme Luka Doncic ou Anthony Davis se font trader. Bon, écoutez, le reste de la NBA peut trembler, clairement. Hein. Allez, pour moi, les seuls qui ne sont pas tradables, c'est LeBron James et Stephen Curry. Ouais. Tout le reste, ça peut sauter à n'importe quel moment. Et notamment De'Aaron Fox. Alors lui, il a un petit peu demandé son trade. Il a fait des appels du pied pour rejoindre Victor Wembanyama du côté des Spurs. Veut exaucer. Il arrive du coup à San Antonio. Voilà, est-ce que c'est le fit parfait, le complément idéal pour Victor Wembanyama? Je suis très content de ce trade. C'est vraiment quelque chose qui est génial parce que De'Aaron Fox aussi est jeune. De tête, il a 24, 25 ans. Wembanyama 21. Clairement, ça peut être un duo qui va faire mal à la tête à la NBA pendant encore de nombreuses années. Donc c'est un joueur, il est très, très, très athlétique, il peut scorer, il peut passer, et qui a un côté un peu clutch. Donc c'est très très bien. En plus, ils n'ont pas trop lâché d'assets, les Spurs. Hein. Donc clairement, c'est un très bon trade pour eux. Ils ont lâché que quelques tours de draft et des joueurs entre guillemets mineurs, mais c'est vrai qu'ils ont gardé ce réservoir de jeunes joueurs très talentueux, les Vassell, les Sohan, etc. Les Stephen Castle aussi, qui fait une grosse saison. Bon rookie, ça veut dire que ça y est, il y a tout le matos du côté de San Antonio pour faire les play-in et pourquoi pas les play-offs? À voir. Pas encore alors. À voir, parce qu'ils sont à l'ouest et l'ouest c'est archi difficile. Là, ils sont, je crois, 10e. S'ils étaient à l'est, ils seraient 3e. Donc c'est la difficulté de la conférence qui fait que je ne peux pas me prononcer encore. Autre trade avec des grands noms, Jimmy Butler, on sentait que c'était la fin de l'histoire à Miami, qui vient rejoindre presque la maison de retraite des Warriors. Ça crée clairement la maison de retraite, hein, parce que là on a un trio avec Butler, Draymond Green et Steph Curry, tous les trois ils ont dépassé les 35 ans. Voilà. Après sur le papier ça fait rêver, maintenant il faudra voir sur le terrain le fit.
on sait, expérience des playoffs, un joueur qui est capable de se sublimer. C'est quand même Fraser, exactement. Ouais. Renfort de poids quand même pour les Warriors qui Oui, étaient en renfort perte de de vitesse. poids. Bah, surtout qu'un Jimmy Butler motivé, clairement, il en a vu son premier match, il en a planté 26. Ça peut clairement faire du bien et régénérer un peu les espoirs de titre de Stephen Curry pour finir sa carrière. Et vous aurez remarqué que tous ces trades étaient lors de la conférence Ouest. Donc c'est Tout encore à fait. plus le Far Ils sont West encore de renforcés. ce côté-là. C'est fou. Alors qu'à l'Est, il y a eu quelques autres mouvements d'envergure. Brandon Ingram qui rejoint les Raptors. Je vois votre visage, Ali. Vous n'êtes pas convaincu par ces trades. Et Kyle Kuzma qui quitte Washington, le bourbier de Washington, pour aller du côté de Milwaukee. Pour lui, c'est gagnant. Il va essayer de remplacer Chris Middleton aux côtés de Giannis Antetokounmpo. Ali, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. On vous laisse aller dormir, oui, vous reposer, et on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission des Experts Basket.